Quand un homme s'est fait déjà mordre par un serpent et commence à craindre même les lézards, c'est ce que nous disons. Ah, vous voulez dire que non, il a été mordu par un serpent? Non, dans le sens que ce fut un candidat malheureux en 2018. Et après ça, il nous a parlé de vérité des urnes qui jusqu'à aujourd'hui n'ont rien donné. On a cru avoir cette vérité-là brandie en face de tout le monde, mais cela n'avait jamais été fait. C'est à travers l'état des sièges que nous avons su qu'il y a de ces corps-là militaires qui sont derrière ce qui se passe à l'est de la RDC. Il y a de ceux-là qui sont au sein de FARDC, mais qui sont en train de collaborer avec les ennemis. C'est à travers l'état des sièges qu'on a découvert qu'il y a des traîtres qui règnent. Ça se disait comme ça, mais à travers l'état des sièges, on a découvert qu'il y a des traîtres, des généraux qui sont là, en train de travailler contre la RDC, mais qui travaillent au sein de FARDC. Alors, dire qu'on lève ça aujourd'hui, si moi j'étais chef de l'État, je ne lèverais pas cet état des sièges-là. Ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui réclament la fin de l'état des sièges, c'est pour les intérêts politiques. C'est pour les intérêts politiques. Les mêmes députés là qui réclament aujourd'hui la fin de l'état des sièges, ce sont ceux-là qui ont voté pour le maintien de l'état des sièges, la prolongation de l'état des sièges. Ils ont voté, mais ils ont compris qu'à part après. Je vous ai dit, il y a des intérêts politiques. Ce sont les intérêts politiques qui s'engagent déjà dans ça. Parce qu'ils sont en train de voir qu'on se dirige vers les périodes électorales, où il faudrait qu'ils puissent tenir leur meeting, leur campagne et concert. Ils veulent se sentir à l'aise, c'est ça. Tout le monde connaît bien qu'en 2014, il y a un projet phare, projet pilote comme on l'appelait, qui avait été vanté. Projet Bukanga Lonzo pour mettre fin à la famine à RDC. On va produire ceci et cela en 2014. Sous la gestion de Matata Ponyo comme Premier ministre. Et tout le monde se rappellera que c'est en 2015 où on a eu la toute première production de ces projets-là, ces méga projets-là, projet pilote de Bukanga Lonzo. Et depuis lors, on ne sait plus quoi dire sur Bukanga Lonzo. Vous vous souviendrez que quand on a parlé du projet Bukanga Lonzo, Matata n'était pas en RDC, il était ailleurs. Il a bien tweeté que je rentre dans mon pays pour affronter la justice parce que je me reproche derrière. Et pourquoi depuis qu'il est là, il ne veut pas affronter la justice? Aujourd'hui, c'est devenu, il passe déjà quelques semaines toujours à Kingu, là où il est. Moi, je n'ai rien contre lui, je ne les condamne pas, je ne les justifie pas, mais j'aimerais au moins comprendre pourquoi tant de millions qui devaient servir la population congolaise ont disparu sans laisser des traces. Bonjour chers amis, bonjour chers internautes et bonjour plus particulièrement à tous les abonnés de REC Moutela TV qui nous suivent en ce moment et bonjour à tout le peuple congolais qui vont devoir nous suivre en différé cette émission. Aujourd'hui, la redevabilité et éveil de conscience, votre chaîne, reçoit pour vous en ce jour M. Patrick Kamanga Mukendi qui est un bon analyste politique. Avec lui, bien entendu, nous allons développer des questions qui touchent, qui pulvérisent même le cœur du peuple congolais. Comme il est avec nous ici à Kinshasa, c'est vrai que cela n'a pas été facile de le recevoir au cours de cette émission, au regard de ses multiples occupations, mais Dieu aidant, il est avec nous. Sans plus tarder, nous allons devoir déjà dire bonjour à notre invité, M. Patrick Kamanga Mukendi. Bonjour, chers amis. Bonjour, M. Kessia Montela. De l'entrée des G, comment se trouve votre temps de santé? Non, ça va, Dieu est avec nous. La santé, ça va. Dieu a permis que je sois ici, c'est-à-dire je suis en forme. Voilà. Merci, très cher invité. Je pense que vous avez suivi notre introduction. Nous sommes dans un pays où l'actualité, surtout en ce qui concerne le processus électoral, bat son record. D'un côté, nous constatons qu'il y a certaines confessions religieuses qui nient le processus électoral. Il y a même certains acteurs politiques qui disent qu'il faut un audit du fichier électoral, n'est-ce pas, des équipes experts étrangers. Et puisque là, ils ne veulent pas aller aux élections, bien entendu, du 20 décembre. Et quelle serait votre analyse par rapport à cela? Merci beaucoup, M. Moutela. Alors, d'entrée de jeu, je dirais ceci. L'affaire de l'audit du fichier électoral, cette affaire-là ne pourra jamais trouver sa solution. Ça sera toujours des débats en débat. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, vous parlez de certains acteurs qui obligent l'audit du fichier. Mais il ne faut pas dire que l'audit du fichier n'avait pas été encore fait. Il y a l'audit du fichier qui avait été déjà fait
par les experts internationaux. Je crois le Sud-Africain, le Malawite, un autre pays comme ça. Mais il y a quelques acteurs politiques, non seulement politiques, certaines confessions religieuses. On voit la SENCO et les CC qui sont contre cet audit des fichiers-là. Et aujourd'hui, ils exigent qu'il y ait un nouvel audit du fichier électoral. Pour eux, ce qui avait été fait n'était pas crédible. Alors, ils réclament un nouvel audit. Selon certaines confessions religieuses. Selon certaines confessions, ouais. Et certains acteurs politiques comme et Moïse Katumbi. Voilà, toute l'opposition en général, je peux dire comme ça, toute l'opposition en général, mais pas en général, parce qu'il y a d'autres membres de l'opposition qui ont accepté d'aller au processus électoral avec cet audit-là déjà fait, y compris parmi tant d'autres, nous avons Marie-Josée Ifoku, qui fut l'unique dame lors de l'élection de 2018. M. Kamanga, le refus, n'est-ce pas, d'accepter les propositions de l'opposition peut freiner l'élan, n'est-ce pas, du processus électoral? Et quand on va freiner l'élan, accepter ce que l'opposition est en train de dire ou d'imposer. Je vous ai dit ceci au début. Le problème n'est pas de refuser ou d'accepter. Qu'est-ce qui prouve que l'audit qui sera fait par les deux confessions religieuses, SENCO et les CC, c'est cet audit-là qui sera crédible aux yeux de tout le monde. Et le temps que nous allons prendre pour qu'on puisse auditer les fichiers-là, c'est comme si ça peut encore freiner les processus électoraux. Voilà. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a quelques mois, les gens ne croyaient pas à la tenue des élections pour cette année. Il y a de ceux-là qui parlaient du glissement de 2 ans, que Tshisekedi serait en train de préparer et qui n'est pas prêt pour aller aux élections. Voilà qu'aujourd'hui, le chef de l'État s'est dit prêt et déterminé pour que les élections se tiennent cette année. Et les mêmes gens-là sont en train de faire encore que les processus électoraux soient freinés. Pour qu'on parle encore, qu'on tergiverse autour de l'audit des fichiers électoraux. Et avec ça, ça aboutira par un dialogue ou concertation politique. Et avec ça, c'est-à-dire, ça serait possible qu'il n'y ait pas élection cette année. Le fait qu'il y a un mécontentement entre la CENI, bien entendu, et effectivement les acteurs politiques de l'opposition et certaines confessions religieuses. Y a-t-il pas moyen d'aller au dialogue national pour essayer un peu de régler certaines choses avant les élections? Et si on partait au dialogue, êtes-vous aussi qu'il y aurait élection cette année? Donc, c'est-à-dire si on partait au dialogue avant les élections, automatiquement il n'y aurait pas élection cette année. C'est-à-dire ça va nous prendre du temps. Après les dialogues, là, il y aura des discussions qui vont s'engager. Souvenez-vous, en 2016, avec le dialogue de la SENCO. Et par après, il y a eu l'histoire de l'arrangement politique. Il faut s'attendre concernant le Premier ministre à nommer. Et ça nous a pris encore du temps. Donc, si on aborde aujourd'hui l'angle dialogue, en tout cas, cher ami, retenez qu'il n'y aura plus d'élection cette année. C'est-à-dire, on va voir 2 ans après pour qu'on organise les élections. Parce que les dialogues, là, ça va prendre combien de temps? La campagne électorale pour les législatives, ça va commencer quand? Et après les législatives nationales et provinciales, on va passer à la présidentielle. Et il nous reste combien de mois? On est au mois d'août. Les élections, c'est pour le mois de décembre. Comment passer aux élections, cher Kamanga, du moment où il y a un mécontentement? Vous ne voyez pas que non, le chef de l'État aussi, dans un sens contraire, doit écouter l'opposition? Vous voulez dire qu'il n'a pas écouté l'opposition? Aller aux élections avec un mécontentement. Voulez-vous dire... Ça fait créer des troubles dans ce pays. Non, voulez-vous dire que le chef de l'État... Voulez-vous nous dire que le chef de l'État n'a pas écouté l'opposition? Mais s'il avait écouté l'opposition, il allait accepter... N'est-ce pas que c'est l'opposition qui réclamait les élections pour cette année? On parlait de la respectabilité des calendriers électoraux. Mais c'est là que nous sommes. Tout ce que nous tous nous voulons, ce sont les élections. Et les élections crédibles et transparentes. Alors, si on parle de l'audit des fichiers, j'aurais voulu que cette question-là soit abordée. Alors que j'avais lu les tweets de M. Fayoulou qui dira que bon, voilà, les élections n'ont jamais été transparentes dans ces pays. Hein? C'est ça la crainte de l'opposition. Vous refusez, n'est-ce pas, l'audit du fichier électoral par une équipe étrangère et vous parlez d'une élection transparente. Pensez-vous que non, les élections seront transparentes? Vous savez, quand un homme se fait déjà... Regardez l'appréciation, n'est-ce pas, de l'opposition. Quand un homme se fait déjà mordre par un serpent et commence à craindre même les lézards, c'est ce que nous disons. Ah, vous voulez dire que non, il a été mordu par un serpent? Non, dans le sens que ce fut un candidat malheureux en 2018. Et après ça, il nous a parlé de vérité des urnes qui jusqu'à aujourd'hui n'ont rien donné. On a cru avoir cette vérité-là brandie en face de tout le monde, mais cela n'avait jamais été fait.
On nous a parlé de preuves que détiendrait la CNQ autre. On n'a jamais vu ça. Donc M. Matata est dans sa politique. Et dans sa politique de victimisation. Ça a commencé déjà. M. Matata est dans sa politique de victimisation. Et propos tenus par notre camarade Kamangou Kendi Patrick. Mais M. Kamanga, il y a toujours des problèmes dans ces pays. Parlons maintenant de l'état de siège. Quelle satisfaction. Aujourd'hui, je pense que le chef de l'État avait pris l'option de nommer des gouverneurs militaires dans l'option de rétablir la paix en Ituri, disons, ainsi qu'au Nord Kivu. On continue plutôt à se dégrader davantage. Les troupes armées continuent à semer la terreur et la désolation au sein de la population. Quelle est votre appréciation par rapport à cet état de siège? Est-ce qu'on doit-il le maintenir ou carrément il faut voir autre chose, hein? En tout cas, à cette question-là, je vous dirais ceci. Le 14 mai 2021, si je ne me trompe pas, c'est à cette date-là que le chef de l'État a proclamé l'état de siège dans ces deux provinces, Nord Kivu et Ituri. Donc ça fait pratiquement 2 ans et 3 mois que les deux provinces sont sous l'état de siège. Vous me posez la question de savoir ce que l'état de siège nous a apporté. Je vous dirais qu'à travers l'état de siège, aujourd'hui nous avons parlé du procès Manga Tchouchou. Vous serez d'accord avec moi que ces députés-là furent parmi les gens qui étaient contre la tenue de l'état de siège. Et à chaque fois qu'on abordait cette question-là au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait toujours des débats. Et parmi les députés qui s'y opposaient... C'est à l'état de siège que nous parlons du procès Manga Tchouchou. Ouais. On sait tous ce qui est... Nous avons vu le cas d'ici, les chefs de l'État. Ouais. Plus de 90% des participants ont adopté pour la levée, n'est-ce pas, de cet état de siège. Et moi, je vous dirais la plupart... Étant vrai, pourquoi doit-il accepter ou effectivement accepter qu'il y ait la levée de cet état de siège alors que, selon vous, cet état de siège, n'est-ce pas, nous a montré ses preuves? Écoutez, s'il vous plaît. Et l'arrestation de Manga Tchouchou. Écoutez, s'il vous plaît. La guerre que nous avons aujourd'hui, pour ceux qui souhaitent que l'état de siège soit levé, c'est déjà une guerre politique. Vous savez, avec l'état de siège, on n'a pas la possibilité de tenir ce qui est de nos meetings politiques, nos activités politiques. Et si vous voyez bien, parmi les gens qui réclament la fin de l'état de siège, ce sont les députés qui sont ressortissants de ces deux provinces-là. Pourquoi? Ils sont en train de se dire, on se dirige vers la période électorale. Ils se demandent comment ils vont tenir leur campagne électorale. Moi, je pense qu'ils ont raison. Est-ce que l'argent que le gouvernement est en train de, je dirais même de subventionner, n'est-ce pas, ces deux provinces, pour que la paix revienne, mais une paix qui est restée, n'est-ce pas, dans les verbes, mais l'applicabilité, n'est-ce pas, n'est pas réelle. Pourquoi le gouvernement n'a pas pensé, avec cet argent, de former par contre le militaire, qu'il envoie des militaires formés pour aller rétablir la paix, au lieu de maintenir l'état de siège, de donner beaucoup d'argent, alors que ça n'aboutit à rien absolument. Formation des militaires, oui, vous avez raison. Et ça s'est fait. Maintenant, il faut seulement que vous vous demandiez si on va octroyer des moyens à nos militaires. C'est ce que nous souhaitons nous tous. Étant congolais, j'aimerais que mon armée, notre armée, le FARDC, soit bien dotée. C'est avec ça, ce n'est pas pour dire qu'on manque les militaires. On en a. Les militaires sont là. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème qui se pose concernant leurs moyens de vivre. Et avec les histoires de détournements, vous serez d'accord avec moi, on pense à plusieurs fois. Ici, lors d'une marche de santé, n'est-ce pas, de militaires, des forces armées congolaises, les militaires qui étaient bien dotés, n'est-ce pas, d'un armement assez vraiment louable, est-ce que l'État ne peut pas penser à envoyer ces militaires bien formés? Nous apprenons qu'ils provenaient de l'Israël, aller, n'est-ce pas, à Ituri, disons, et au Nord Kivu pour aller rétablir la paix, pour dire, parce que les paisibles citoyens continuent à être inquiétés. Voilà pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas l'effectif militaire qui nous manque. C'est plutôt, je peux dire, logistique. Il faut bien les doter, leur doter de tous les moyens possibles pour qu'ils se sentent qu'ils sont bien équipés par leur État. Et cela leur donnera la force de pouvoir combattre pour protéger la population. Alors, cela ne veut pas dire que l'émission de l'état de siège ferait que les militaires ne soient pas capables. Quand on dit qu'il n'y a pas des avancées, non, non, moi je me dis avec la proclamation de l'état de siège, cela nous a permis de découvrir certaines réalités. C'est à travers l'état de siège que nous avons su qu'il y a
corps là militaires qui sont derrière ce qui se passe à l'est de la RDC. Il y a de ceux-là qui sont au sein de FARDC, mais qui sont en train de collaborer avec les ennemis. C'est à travers l'état de siège qu'on a découvert qu'il y a des traîtres qui règnent. Ça se disait comme ça, mais à travers l'état de siège, on a découvert qu'il y a des traîtres, des généraux qui sont là, en train de travailler contre la RDC, mais qui travaillent au sein de FARDC. Alors, dire qu'on lève ça aujourd'hui, si moi j'étais chef de l'État, je ne lèverais pas cet état de siège-là, jusqu'à ce que la paix sera rétablie à l'est de la RDC. Et vous allez nous dire qu'on puisse rétablir les autorités civiles. Oui, je n'ai rien contre eux. Mais pendant le règne, pendant combien d'années qu'on avait les autorités civiles? Et l'Est de la RDC est en train de progresser ou bien de régresser. Si on dit, s'il y a des ceux qui nous disent que depuis que l'état de siège a été proclamé, il n'y a pas eu un changement. Donc je leur poserai aussi la question de savoir, pendant que l'état de siège n'était pas proclamé, quel changement nous avons vu à l'Est de la RDC? Les guerres ont-elles cessé, ou bien continuent à prendre de l'ascenseur? C'est ces questions-là que nous devons nous poser. Ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui réclament la fin de l'état de siège, c'est pour les intérêts politiques. C'est pour les intérêts politiques. Les mêmes députés là qui réclament aujourd'hui la fin de l'état de siège, ce sont ceux-là qui ont voté pour le maintien de l'état de siège, la prolongation de l'état de siège. Ils ont voté, mais ils ont compris qu'à part après... Je vous ai dit, il y a des intérêts politiques. Ce sont les intérêts politiques qui s'engagent déjà dans ça. Parce qu'ils sont en train de voir qu'on se dirige vers les périodes électorales, où il faudrait qu'ils puissent tenir leur meeting, leur campagne et concert. Ils veulent se sentir à l'aise, c'est ça. Des intérêts politiques, l'a dit tantôt notre invité, Kamanga Mukendi Patrick, Béche Kamanga Mukendi, dossier Matata Mponyo. C'est la énième convocation que Matata Mponyo n'arrive toujours plus à se présenter. Ce sont toujours ces avocats qui se présentent. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger ces dossiers de Matata Mponyo, ces dossiers Bukanga Lonzo. Quelle est votre analyse par rapport à cette compétence, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle? Est-ce que Matata Mponyo a été surpris la main dans les sacs? Est-ce qu'il est coupable? Il y a tant de questions que le peuple congolais se pose derrière, n'est-ce pas, ce projet Bukanga Lonzo. Quelle est votre analyse par rapport à ça, par rapport à ces refus de se présenter devant la Cour? Merci. À ce stade où nous sommes, je serais incapable de vous dire si Matata est coupable ou pas. Je serais incapable de vous dire que Matata est victime ou quoi. Non, non. À ce stade où nous sommes, nous nous soumettons nous tous à la justice. Tout le monde connaît bien qu'en 2014, il y a un projet phare, projet pilote comme on l'appelait, qui avait été vanté. Projet Bukanga Lonzo pour mettre fin à la famine à RDC. On va produire ceci et cela en 2014. Sous la gestion de Matata Mponyo comme Premier ministre. Et tout le monde se rappellera que c'est en 2015 où on a eu la toute première production de ces projets-là, ces méga projets-là, projet pilote de Bukanga Lonzo. Et depuis lors, on ne sait plus quoi dire sur Bukanga Lonzo. Si on dit que la Cour s'était déclarée incompétente, et là moi je reviens, c'est aujourd'hui que je peux soutenir les projets de la révision constitutionnelle qui est initiée aujourd'hui par le professeur Isidore Ndaiwel. C'est dans ce sens-là parce qu'il y a un vide qui avait été laissé dans notre constitution. Notre constitution n'avait pas prévu qu'après avoir passé au gouvernement, tu es Premier ministre, et après avoir terminé ton mandat, on pourrait poursuivre un ancien Premier ministre ou pas. Dans la Constitution, ça n'a pas été signalé. Mais si dans la Constitution, ça n'a pas été signalé, pourquoi alors les poursuivre? Et vous voulez me dire qu'on oublie? Nous devons respecter la Constitution. Voilà. Vous voulez, mais cela n'a pas été signalé, moi je ne vois pas l'intérêt de les poursuivre, il faut les laisser partir. Et vous trouvez l'intérêt qu'on laisse tomber un projet qui a coûté tant de millions dans la caisse de l'État? C'est là où on a le problème. Et les poursuivre, on ne fait pas dire qu'on a... Puisque nous marchons derrière, n'est-ce pas, la Constitution. Non, non. Et les poursuivre... S'il s'agit de cela, pourquoi les poursuivre? Non, non. Et les poursuivre, on n'est pas dit qu'on a violé la Constitution. Il y a la Cour de cassation qui a relancé l'affaire. Vous vous souviendrez que quand on a parlé du projet du procès Bukanga Lonzo, Matata n'était pas en RDC, il était ailleurs. Il a bien tweeté que je rentre dans mon pays pour affronter la justice parce que je me reproche derrière. Et pourquoi depuis qu'il est là, il ne veut pas affronter la justice? Aujourd'hui, c'est devenu, il passe déjà quelques semaines toujours à Kindu, là où il est. Moi, je n'ai rien contre lui, je ne les condamne pas, je ne les justifie pas, mais j'aimerais au moins comprendre pourquoi tant de millions que devait servir la population congolaise
ont disparu sans laisser des traces. C'est ça ce qui fait mal. Si vous voulez dire qu'on ne va pas les poursuivre, ils ne peuvent pas comparaître. C'est-à-dire, on doit laisser ça. Donc, je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, le Premier ministre Sama Lokonde peut commettre tous les crimes qu'il peut. C'est ça, non? Et demain, quand il ne sera plus Premier ministre, on peut les poursuivre pour tous les crimes qu'il a commis. Si je comprends bien, dans cette logique-là, on doit marcher comme ça. Et dans cette République, vous voulez que le pays avance. Avec ce genre de pratiques. On peut accepter qu'un Premier ministre qui est redevable à la population, qui est redevable au peuple congolais, qui a des responsabilités, qui doit veiller sur l'émergence du Congo. Mais la personne-là a sous sa gestion un méga projet comme Bukangalonzo qui a coûté plus de 200 millions de dollars, tel qu'on l'a dit. Et aujourd'hui, c'est resté sans trace. Mais comme il fit Premier ministre dans la Constitution, nulle part on a dit qu'il doit être jugé, il n'a pas un juge compétent. Donc on laisse tomber ça. Et aujourd'hui, Sama Lokonde peut aussi initier des projets. Et demain, il se dira, comme je suis Premier ministre, je ne serai pas convoqué. Merci, donc, cher Kamanga Mukendi Patrick. Je pense que nos minutes touchent déjà à sa fin. Et nous voulons déjà chuter dans cette émission. Mais je vous accorde quand même votre mot de la fin dans cette émission. Ce que moi je dis, c'est que les peuples congolais doivent apprendre les notions de redevabilité. Je m'adresse maintenant à cette population. Les notions de redevabilité. Nous sommes dans une république où on ne sait pas demander des comptes à ceux-là à qui nous avons donné nos mandats. Chers peuples congolais, la république nous revient. Ces gens-là sont ceux que nous-mêmes nous avons choisis. Aujourd'hui, on s'approche vers les élections. Et vous voyez presque dans toutes les provinces, dans toutes les communes de Kinshasa, on voit des banderoles, on voit des affiches. Nous avons maintenant plusieurs mamans sociales et papas sociaux. Mais ce sont ces gens-là pour qui nous avons eu à voter lors des échéances électorales de 2018. Plusieurs mamans sociales et papas sociaux. On vit maintenant les jours. Et c'est devenu un rythme. Quand on s'approche des élections, on voit ça. Maman sociale a donné de tels dons. Mais, cher peuple congolais, je nous dis ceci, nous ne sommes pas là pour ça. Il ne faut pas voter pour quelqu'un à cause des 10 $ ou bien d'une pièce d'habit ou bien d'un polo. Même si vous donnez 1000 $, ce n'est pas pour cette personne-là qu'il faut voter. Parce que ce qu'il va gagner par après n'est pas équivalent à ce que vous avez reçu. Vous avez les devoirs de demander des comptes à ces gens-là à qui vous donnez vos voix. Ces gens-là pour qui vous votez, vous sont redevables par après. Ils doivent rentrer pour vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait de mandat que vous leur avez donné. Les dents que vous avez posées en 2018 et qui sont députés aujourd'hui doivent vous dire ce qu'ils ont eu à faire pendant leur mandat au Parlement et non voter par sentiment. Donc c'est ça ce que je peux vous dire. Et non voter par sentiment. Tel est le mot de la fin de notre invité aujourd'hui, Patrick Kamanga Mukendi. Chers amis, chers abonnés, nous touchons à la fin de notre émission. Nous avions abordé des questions d'actualité qui touchent l'intérêt de la population. Vous avez vu comment est-ce que notre invité a décortiqué toutes les questions, n'est-ce pas, qui ont été posées. Je pense qu'il a bien répondu, il a été vraiment à la hauteur de nos questionnements. Et quant à moi, je vous retrouve déjà très bientôt pour une nouvelle série d'émissions. Merci et bye.